bonjour à toutes et tous. Et donc, cette séance, on va parler aujourd'hui, focalisons sur le VIH et la tuberculose, mais pas que. Sachant que depuis la découverte aussi de cette maladie, VIH, ça a entraîné quand même jusqu'ici plus de 40 millions de personnes. Et selon l'OMS en 2022, on parle de 39 millions de personnes qui sont infectées avec le VIH, qui vivent avec cette maladie. En 2022, il y avait plus de 600 000 morts liées directement au sida, mais au VIH, mais aussi 1,3 million de nouvelles infections en fait, qui ont été rapportées en 2022. Depuis en fait, la découverte de cette maladie, il y a quand même des grosses progressions sur la diagnostic, la prise en charge, mais ça reste quand même un grand défi de santé publique. Sachant que, comme on a dit, si en 2022, on a 1,3 million de personnes des nouvelles infections, MSF fait de moins en moins de soins directs en fait, dans la prise en charge, sachant qu'il y a pas mal d'avancées dans les différents secteurs et aussi les ministères de la Santé dans différents pays où nous travaillons. Et nous avons maintenant à travailler sur les différents modèles de soins, mais aussi comment accompagner, mieux accompagner les patientes en fait, qui sont parfois en difficulté sur la prise de leurs médicaments, sur la diagnostic, mais aussi à faire le lien avec les différents services de support qui peuvent aussi accompagner ces patientes dans leur parcours de soins. Et donc, nous aurons 3 différentes présentations aujourd'hui et je laisse mon collègue aussi, Étienne, qui va modérer avec moi aussi cette séance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il nous semblait important de revenir aussi sur l'origine un peu de ces modèles différenciés, parce que assez tôt, dans la lutte contre le VIH notamment, face à l'ampleur de l'épidémie, il y a une mobilisation très forte, et notamment des communautés directement concernées, les personnes vivant avec le VIH, mais aussi les personnes affectées parce que des proches autour. Et donc il y a une énorme mobilisation qui a aussi entraîné des modes de service, de prise en charge, des modèles de soins un peu spécifiques. Et puis, ça a évolué selon les contextes, ça s'est plus ou moins développé. Et dès le milieu des années 2010, vers 2014, 2015 d'ailleurs, publié dans la revue Tropical Medicine and International Health, avec un ensemble d'acteurs et également MSF, la section belge, qui a contribué à formaliser un petit peu cette question de modèle différencié en disant on ne peut pas appliquer le même modèle pour tous les patients, il faut adapter selon les besoins des patients et selon les ressources que l'on a. Vous aviez certainement entendu parler aussi de tous les enjeux de ressources humaines, la disponibilité des ressources humaines. Il y avait donc tous ces besoins de déléguer les tâches. Donc, dès le milieu des années 2000, il y avait cette délégation des tâches. Et donc, ces modèles différenciés de services se sont formalisés dès 2015. Et ensuite, il y a eu un élargissement assez majeur de ces stratégies reprises par une grande partie des acteurs internationaux, que ce soit le Fonds mondial, que ce soit le PEPFAR, comme des stratégies pertinentes. Et du coup, il y a eu des investissements énormes de ces approches différenciées. Et ce qui est intéressant dans cette session, on va rentrer en détail avec des exemples concrets, c'est concrètement ces approches différenciées. Sur le terrain, ça donne quoi? Et je pense que c'est ce qui est intéressant pour introduire, et ensuite on va rentrer en détail sur les speakers de cette session, c'est aussi de se dire ces grandes stratégies définies et portées au niveau international, souvent elles passent d'abord à un niveau ministériel, puis un niveau d'autorité réglementaire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il en est, et notamment dans des contextes fragiles et des contextes vulnérables comme les contextes humanitaires. Voilà, donc pour introduire cette session, et que ce soit sur la tuberculose comme sur le VIH, et voire même, et c'est ce qu'on souhaitait dire aussi en introduction, cette réflexion sur les modèles de soins, elle est utile pas uniquement pour le VIH et la tuberculose, elle est utile plus largement sur tout ce qui est prise en charge des maladies chroniques. Et du coup, à MSF, il y a eu toute une réflexion sur les Chronic Care Programmatic Guideline Training, etc. Mais en tout cas, d'une réflexion sur la prise en charge des maladies chroniques dans leur globalité. Voilà, merci. Et je te repasse la parole. Alors, la première présentation dans cette séance sera
l'explorer les préférences des patients et évaluer leur devenir. L'exemple des nouveaux modèles différenciés de prestations de soins pour le VIH en Ouganda et en RDC parmi les personnes vivant avec le VIH. Cette présentation va être faite aujourd'hui par Jian Benfahat. Elle est épidémiologiste à Epicentre et travaille principalement sur le VIH en Afrique de l'Est. Elle coordonne plusieurs évaluations sur les nouveaux modèles de soins différenciés, notamment chez les personnes vivant avec le VIH, et apporte également un support aux activités de recherche opérationnelle au Kenya, au Malawi, en Ouganda et en RDC. Donc c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, merci Chris. Donc, en effet, je suis épidémiologiste et je vais vous présenter l'expérience de Médecins sans frontières dans le déploiement des modèles différenciés qu'Étienne et Chris viennent de présenter en République démocratique du Congo et en Ouganda. Alors, pour recontextualiser rapidement, Chris a déjà donné un état des lieux de la pandémie de VIH dans le monde, mais aujourd'hui, près de 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et la région d'Afrique subsaharienne porte le fardeau le plus important de cette pandémie, puisque près de 26 millions de personnes y vivent avec le VIH. Donc, dès les années 2010, l'OMS et l'ONU-SIDA ont proposé des nouvelles stratégies dans le but d'éradiquer cette pandémie à l'horizon 2030 et d'avoir un impact sur le diagnostic, le traitement, la prévention et la réponse à cette pandémie. Donc cela a commencé avec la cascade de prise en charge, plus communément appelée la 90-90-90, désormais 95. En 2015, l'OMS a également proposé la stratégie de test and treat, c'est-à-dire d'apporter une réponse thérapeutique dès un diagnostic positif au virus VIH à tout patient. Et en 2016, l'OMS a également proposé d'accompagner les pays dans le déploiement des fameux modèles différenciés auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, comme on disait tout à l'heure, donc la prestation de services différenciés, c'est une approche de prise en charge centrée sur les soins qui simplifie et adapte les services liés au VIH aux préférences et aux besoins des personnes vivant avec le VIH ou avec une maladie chronique, comme disait Étienne tout à l'heure. Donc, comme sur les schémas que l'on voit sur la droite de cette diapositive, le patient est au centre de sa prise en charge, et pour tous les aspects de sa prise en charge, c'est-à-dire l'accès au traitement, l'accès à des tests laboratoires, le conseil, il va pouvoir choisir, on va pouvoir lui proposer plusieurs choses en termes de temps, de lieu, de personnes avec qui il pourra donc avoir le pouvoir, entre guillemets, sur sa prise en charge. Et cela permet au système de santé de réaffecter les ressources pour donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, parmi les modèles différenciés qui ont été le plus documentés et qui sont peut-être les mieux connus aujourd'hui, il s'agit des modèles différenciés d'accès aux traitements thérapeutiques par voie communautaire, plus communément appelés les CAG ou les Cyclades, et qui ont pour effet, en tout cas, d'avoir un impact sur la couverture thérapeutique des personnes vivant avec le VIH et l'accès à une charge virale supprimée. Donc maintenant, intéressons-nous à l'expérience de MSF sur deux pays où la prise en charge VIH posait déjà certains défis que je vais détailler après. Donc le premier exemple, c'est la prise en charge VIH à Goma, en République démocratique du Congo. Pour revenir sur l'état des lieux de la pandémie de VIH au Congo, la prévalence était estimée à 1,2%. Très rapidement, le ministère de la Santé a proposé une décentralisation des soins VIH et une intégration donc, dans les activités de soins classiques. En 2016, le ministère de la Santé a également implémenté la stratégie de test and treat que je vous ai détaillée juste avant. Et en 2018, ils ont donc développé un plan opérationnel pour le déploiement des modèles différenciés. Donc, concernant l'activité d'MSF à Goma, donc MSF collabore avec le ministère de la Santé et en mars 2021, MSF a accompagné, ou en tout cas a apporté son soutien au ministère pour déployer les CAG, donc les modèles d'accès différents, les modèles d'accès à un traitement thérapeutique, enfin un traitement antirétroviral, pardon, par voie communautaire. Donc, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Étienne et Chris, on proposait le choix à chaque personne vivant avec le VIH donc de choisir par quel mode ils souhaitaient avoir accès à leur traitement. Donc, soit ils souhaitaient rester dans une sorte de modèle classique, c'est-à-dire tous les mois de rester à une visite clinique et de continuer le même suivi qu'ils avaient depuis le début de leur prise en charge, ou alors d'intégrer un groupe communautaire par voie duquel ils pouvaient avoir leur traitement et ne se présenter qu'une fois par an en clinique pour avoir leur test virologique.
Et donc nous avons accompagné MSF dans l'évaluation de ces modèles en RDC, avec pour objectif d'évaluer ces modèles en mesurant des indicateurs de continuum de soins clés, tels que la rétention dans les soins et la proportion de personnes ayant une charge virale supprimée. Et également, on souhaitait documenter la satisfaction de ces personnes en 2022. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter que 2 outcomes d'intérêt. Le premier, c'est la rétention dans les soins à 12 mois après le déploiement et la satisfaction des patients. L'une des craintes, pas majeure, mais en tout cas une des craintes principales que nous pouvions avoir, c'est qu'en laissant le patient donc prendre en soin, avoir sa préférence et donc ne plus revenir en clinique, de peut-être les perdre et donc de ne plus pouvoir les maintenir dans le soin. C'est pour ça qu'on souhaitait réellement documenter de façon robuste le nombre de patients qui choisissaient ces modèles et qui continuaient à être toujours dans le soin et donc à avoir accès à un traitement thérapeutique. Donc, pour les résultats au niveau quantitatif, nous avons analysé les données de la cohorte, près de 2000 personnes, et nous avons analysé donc leur rétention dans les soins en utilisant une analyse de Kaplan-Meier, qui est une statistique utilisée donc pour la survie, et nous avons donc documenté à 6 mois et à 1 an la rétention dans les soins des patients qui avaient choisi ce modèle. Et donc, nous voyons sur cette diapositive qu'à 1 an, 96% des personnes qui avaient opté donc pour un accès à leur traitement par voie communautaire étaient toujours maintenues dans les soins. Pour la satisfaction, nous avons échantillonné donc, une sous-population de la cohorte active. Nous avons utilisé un questionnaire de satisfaction que nous avons nous-mêmes développé et qui portait sur l'échange avec les autres membres, la qualité et la confidentialité à l'intérieur du groupe, le soutien mutuel, le renouvellement du traitement, le suivi de leur charge virale et l'organisation du groupe. Et donc, nous avons observé que la majorité des patients, comme on voit, puisque le coloris bleu clair et bleu foncé montre une satisfaction classique ou une très grande satisfaction, voilà, que la majorité des patients étaient en effet très satisfaits de ce nouveau modèle par lequel ils avaient accès à leur traitement. Maintenant, intéressons-nous en Ouganda, à KCC, qui se trouve à l'ouest du pays. Pour revenir sur l'épidémie de VIH en Ouganda, la prévalence n'est pas la même qu'en RDC. Le fardeau est plus important puisque près de 6% des personnes vivant en Ouganda vivent avec le VIH. Toutefois, très rapidement, le pays a atteint la cascade de 90-90-90, donc les objectifs de l'ONU-SIDA. Ils ont aussi très vite déployé plusieurs stratégies recommandées par l'OMS et l'ONU-SIDA afin justement de réduire la fréquence des visites dans les cliniques et de pouvoir prioriser les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc en 2016, ils ont déployé le Test and Treat et ils ont également donc, déployé dans tout le pays les modèles différenciés. Pour revenir au contexte donc, de MSF, en tout cas au programme MSF à KCC, depuis 2017, le programme a fermé. Mais à partir de 2017, MSF et le ministère de la Santé ont commencé à délivrer donc, des soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH, qui sont donc ce qu'on appelle des Fisher Folks, c'est-à-dire, il faut savoir qu'à KCC, dans cette région, ce sont surtout des communautés qui vivent avec la pêche, que ce soit donc par la vente ou par la pêche elle-même. Et cela a fait suite à une étude anthropologique et une autre enquête menée par Épicentre qui mettait en évidence que la nature mobile de ces populations, qui suivit les bancs de poissons, en fait, posait des défis majeurs dans l'accès à un traitement continu et donc à une charge virale supprimée. C'est pour cela que MSF donc, a souhaité mettre en place ce projet. Nous proposions donc aux patients 2 possibilités, 2 choix de modèles différenciés. Ils pouvaient continuer à se présenter en clinique tous les 3 mois, mais par le biais d'un coupe-fil, c'est-à-dire ils se présentaient à un point de pharmacie et ils pouvaient avoir leur traitement sans avoir à attendre un rendez-vous avec un clinicien. Ou alors, ils pouvaient choisir d'avoir leur traitement via le modèle communautaire que je vous ai présenté juste avant. Donc nous avons également cherché à évaluer ces 2 modèles différenciés 3 ans après le début de l'implémentation. Donc en comparant d'abord les caractéristiques des patients, nous souhaitons savoir s'il y avait une photographie ou en tout cas des caractéristiques spécifiques aux patients qui préféraient choisir tel ou tel modèle différencié, de décrire leur devenir en termes de rétention dans les soins, comme pour GOMA, de couverture de charge virale, de charge virale supprimée. Et on souhaitait également évaluer l'acceptabilité et la pertinence de ces projets dans cette communauté qui présentait des défis.
Aujourd'hui, comme pour Goma, je vais vous présenter que 2 outcomes, c'est-à-dire la rétention et soins 1 an après le début et la satisfaction des patients. Pour l'analyse de la rétention dans les soins, nous avons analysé les données en rétrospective de 1773 patients. Et donc à 1 an, nous voyons, alors comme nous avons pris un recul de 3 ans, la courbe va plus loin. Mais si l'on regarde à 1 an, là où il y a les pointillés, nous avons 91% des personnes qui avaient choisi le coupe-fil qui étaient toujours maintenues dans les soins et 97 personnes qui avaient choisi le mode communautaire qui étaient toujours maintenues dans les soins. Donc on est quand même au-delà des objectifs de l'ONU-SIDA pour éradiquer la pandémie. Pour la satisfaction des patients, nous avons utilisé une approche qualitative. Nous avons mené 38 entretiens et 5 focus groups. Et nous avons observé, ou en tout cas mis en évidence, une perception très positive, que ce soit pour l'approche communautaire ou pour l'approche coupe-fil, avec, donc je vous lis 2 verbatims. La première qui est un homme qui avait choisi le modèle communautaire, qui nous dit « J'aime tellement cette initiative que même lorsque je suis absent, je peux recevoir mes médicaments. Et une autre chose est que lorsque je suis occupé avec mon commerce de poissons, ils apportent toujours mes médicaments à mon domicile. Et c'est pour cela que j'aime le groupe. » Et nous avons une autre verbatim d'une femme ayant opté pour le modèle coupe-fil qui nous dit « Je n'ai aucun problème dans la façon dont j'obtiens les services de traitement antirétroviral car à mon arrivée à l'établissement, peu importe que ce soit un jeudi ou un samedi, nous pouvons faire le plein de traitements chaque jour de la semaine. Nous qui recevons ces services, ils nous traitent très bien, vous ne trouverez personne qui se plaint d'après ma propre observation. » Alors, en conclusion, les résultats de ces évaluations montrent que les modèles de soins différenciés, lorsqu'ils sont adaptés aux communautés, assurent une rétention élevée et une forte acceptabilité, même parmi les communautés mobiles et dans des contextes de soins VIH complexes. Ils mettent en évidence la nécessité d'une approche centrée sur le patient et spécifique au contexte, permettant de répondre le plus efficacement aux préférences et aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Donc, en dépit des grands progrès réalisés dans la lutte contre le VIH ces dernières années, nous savons maintenant qu'une approche universelle de la prise en charge des personnes avec le VIH n'est plus du tout appropriée. Je souhaite remercier les 2 personnes qui m'ont accompagné donc, dans la coordination de ces 2 études, tous les participants des enquêtes, les coordinations à Kinshasa, Goma aussi, de fait, et Kampala, Chris aussi, et toute ta cellule pour le soutien dans ces 2 études. Merci beaucoup. Merci Gian pour cette présentation très riche, pas mal d'éléments de discussion. On n'aura qu'une session de questions, on ne va pas faire des questions après chaque présentation, donc notez bien les questions que vous pouvez avoir. On va enchaîner, ce qui est intéressant dans la diversité de ces modèles et comment ils se complètent. On va enchaîner avec une présentation qui va nous emmener en Centrafrique, avec une présentation à 2 voix qui vont montrer du coup la complémentarité des approches quantitatives et des approches qualitatives, de méthode mixte. On va avoir du coup d'abord Valentina qui est biologiste de formation. Elle a obtenu un master de santé publique à l'Institut Pasteur CNAM à Paris. Elle rejoint Epicentre en 2015, où elle a travaillé d'abord au Kenya en tant que coordinatrice d'études, puis à Paris. Avant de rejoindre Epicentre, Valentina avait également collaboré avec DNDi, donc que je ne présente plus, sur un essai clinique sur la maladie du sommeil en RDC et en Centrafrique également. Et elle a également travaillé dans plusieurs pays en Afrique en tant que biologiste. Ses centres d'intérêt en recherche incluent principalement le VIH et les hépatites virales. Donc c'est pour Valentina. Et puis Pascal Lissouba a rejoint MSF en 2014 et Epicentre depuis 2016. Elle est épidémiologiste de terrain pour diverses missions en Afrique et en Asie du Sud-Est, dans des contextes stables et d'urgence. Elle est actuellement le point focal du groupe technique en recherche sur les méthodes mixtes, par méthode mixte. Et auparavant, elle a été chercheuse en sciences sociales à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Et donc, je pensais avoir le titre sur la diapo, mais je ne l'ai pas, donc je rebondis ici. Donc, elles vont nous présenter les challenges et les leçons de la mise en œuvre des modèles, notamment modèles différenciés de la prise en charge du VIH dans l'hôpital de Carnot en Centrafrique, à l'ouest de la République centrafricaine. Et je vous invite à venir.
Bonjour à tous. Donc, après plusieurs années d'attente, enfin, on arrive à présenter les résultats de cette étude. Donc, avec Pascal, nous allons vous présenter les défis et les leçons apprises sur les modèles différenciés des soins, toujours dans le cadre du VIH, mais dans un autre contexte. Donc, on vous amène à Carnot, dans la République centrafricaine, et ce travail a été mené en collaboration avec Jeanne. Donc, une épidémie majeure de VIH sévit toujours en Afrique occidentale et centrale, qui était négligée par les politiques et les financements en raison d'une prévalence du VIH plus faible comparée à d'autres régions. En RCA, la prévalence du VIH est parmi les plus élevées de l'Afrique centrale. Ici, l'instabilité politique et la fragilité du système de santé ont affaibli les stratégies de lutte contre le VIH. Et la cascade des soins témoigne des lacunes persistantes, notamment dans le dépistage. Des efforts pour améliorer la rétention dans les soins sont aussi nécessaires. Depuis 2009, MSF collabore avec le ministère de la Santé publique à Carnot, et ici la prévalence du VIH est estimée autour de 5%. L'hôpital de Carnot est le seul site du district où les patients peuvent être dépistés pour le VIH et démarrer leur traitement. Le suivi des patients est réalisé dans la clinique de suivi. Une prise en charge complète, gratuite et intégrée est offerte aux patients ambulatoires souffrant de maladies chroniques. Pour le VIH, cette prise en charge est dispensée selon les directives nationales avec des modèles différenciés. Donc, comme on l'a vu avec Jeanne, ces modèles différenciés encouragent la rétention des patients en tenant compte de leurs préférences. Mais pour bénéficier de ce modèle, les patients doivent être cliniquement stables et observants au traitement. Donc, 3 modèles ont été mis en place entre 2016 et 2018 à Carnot. Donc, la dispensation plurimensuelle, selon laquelle le patient sera à l'hôpital 2 fois tous les 3 mois et un circuit rapide récupère ses ARV. Les CAG qui permet aux patients de se rassembler selon leur proximité géographique. Et 3 sites décentralisés, Mboula, Belou et Ndingiri, qui sont à plusieurs heures de route de Carnot, où les patients peuvent récupérer les ARV. La mise à l'échelle de ces modèles reste assez modeste, sauf pour la dispensation plurimensuelle, qui est plutôt généralisée. Donc, actuellement, il y a 558 patients qui sont regroupés en 122 CAG. Mais on constate que la dynamique de la création de ces CAG fluctue au fil du temps, des années, avec une tendance à la baisse, surtout dans les dernières années. En ce qui concerne les sites décentralisés, ils comptent 350 patients et les patients éligibles y ont accès que 2 mois après l'initiation du traitement à Carnot, si l'observance au traitement est confirmée. Donc, il y a 3 sites décentralisés où la décentralisation a été mise en place sur les 28 sous le district. Donc, la couverture géographique reste très, très insuffisante par rapport à la décentralisation. Donc, sur la base d'un certain nombre de constats faits sur le terrain, nous avons réalisé une étude ayant pour objectif principal la description et la compréhension du continuum des soins des patients vivant avec le VIH à Carnot. Donc aujourd'hui, on ne vous présente qu'une partie des résultats de cette étude et on va se focaliser sur les objectifs de description du modèle de soins, leur impact sur la rétention, l'adhérence et l'observance au traitement, ainsi que la perception de ces modèles. En termes méthodologiques, nous avons réalisé une analyse rétrospective des données programmatiques entre 2011 et 2022, une enquête transversale incluant des patients âgés d'au moins 5 ans, chez qui on a réalisé un test de charge virale et de résistance génotypique, et une enquête qualitative basée sur des entretiens individuels d'environ 90 participants, incluant des patients de la file active, des patients non adhérents au traitement depuis maximum 6 mois, et du personnel de santé et des informateurs clés. Donc, avant de comprendre un peu les défis de ces modèles, nous vous présentons quelques caractéristiques de la cohorte en question. Donc, à la fin de 2022, la cohorte comptait plus de 4700 patients sous traitement, dont presque la moitié constituait la file active, et une très grosse proportion, 36%, était définie comme des perdus de vue. Dans la figure ici, on voit la probabilité de rétention dans les soins jusqu'à 48 mois depuis l'initiation du traitement. Et cette figure montre en fait tout modèle confondu, donc tous les 3 modèles différenciés.
On constate que la probabilité de rétention baisse au fil du temps, et notamment malgré la mise en place de ces modèles différenciés à partir de 2016, la rétention ne s'est pas améliorée. Si on regarde un autre indicateur, le proxy de l'adhérence aux soins, qui est calculé sur la base d'un pourcentage de rendez-vous en retard, la majorité des patients sont adhérents en moins de 80%, donc avec plus de 20% de rendez-vous en retard. Et pareil, on ne constate pas des différences à partir de la mise en place de ces modèles de soins. Donc, la suppression virale et la résistance aux antirétroviraux sont aussi des indicateurs d'observance au traitement et donc d'engagement dans les soins. Donc, les résultats de l'enquête transversale montrent une photographie intéressante à 3 ans du démarrage de l'introduction de l'Ultegravir, une molécule très prometteuse qui présente une autre barrière génétique et qui est mieux tolérée. Donc, nous avons inclus 341 participants, dont la majorité étaient des femmes, qui ont été aléatoirement sélectionnés parmi les patients de la file active. La grande majorité des participants étaient sur un régime basé sur le Tegravir. 27% avaient une charge virale détectable, dont 12% un échec virologique. Lorsqu'on a effectué le test de résistance chez les patients en échec, environ un tiers de ces patients présentaient une résistance à la classe des 2 molécules qui sont actuellement utilisées en combinaison avec le DTG. Moins de 3% présentaient de la résistance au DTG. On peut dire qu'en fait, ces valeurs de résistance sont relativement faibles et ils nous indiquent en fait que la charge virale non supprimée est principalement liée à des problèmes de non-observance au traitement. Donc maintenant, Pascal, elle va vous présenter les résultats de l'enquête qualitative pour contextualiser un peu mieux ces résultats quantitatifs. Merci Valentina et bonjour à tous. Alors, avant d'aborder les résultats de la composante qualitative, je voudrais juste apporter une précision sur les modèles de soins qui sont disponibles à la clinique. Donc, comme vous pouvez le voir sur la figure en jaune à droite, les patients qui ne bénéficient pas des modèles de soins différenciés, et y compris les patients éligibles qui accusent des retards de 3 mois ou plus, disposent du modèle de soins classique et doivent donc se rendre à la clinique de suivi de Carnot tous les mois pour renouveler leur traitement. Alors, je vais donc vous présenter les perceptions sur les modèles de soins différenciés et plus tard les raisons rapportées de non-adhésion afin d'avoir une vue d'ensemble sur les expériences de soins des patients de la cohorte. Alors, pour les perceptions des services de soins différenciés, la provision plurimensuelle est perçue très positivement. Elle permet de réduire la charge de travail des soignants et les temps d'attente des patients. Ces derniers apprécient la gratuité et la disponibilité des traitements et beaucoup ont déclaré que c'était d'ailleurs la raison principale de leur choix de l'hôpital de Carnot pour les soins. Quant aux CAG, ils sont considérés comme les modèles les plus prometteurs pour soutenir la rétention des patients, mais leur fonctionnement varie. Alors, il y a des patients qui en sont très satisfaits et puis d'autres qui signalent des dysfonctionnements. Alors, on parle de désaccords entre les membres, mais aussi de brèches de confidentialité ou même des vols d'ARV. Et tout cela peut inciter les patients à se retirer des CAG ou juste à refuser de les intégrer. Et les personnels de santé mettent en cause les systèmes d'encadrement qui ne sont pas systématisés et ne sont pas standardisés non plus. Et puis enfin, les retours sur les services décentralisés sont mitigés. Donc les patients apprécient la disponibilité des ARV, mais regrettent le manque d'autres services du paquet de soins, donc les traitements pour les maladies opportunistes ou l'éducation thérapeutique, pour lesquels ils doivent impérativement se rendre à l'hôpital de Carnot. Ils demandent aussi une prise en charge globale qui inclut des services de santé primaires essentiels. Alors maintenant, en ce qui concerne les raisons de non-adhésion aux soins, nous avons utilisé comme proxy les retards au rendez-vous de suivi à la clinique.
Donc les patients font face à des barrières liées à la distance jusqu'au lieu de soins, à l'insécurité sur les trajets et puis aussi à la disponibilité limitée et au coût élevé des transports qui vont retarder ou même empêcher leur accès au lieu de soins. Et comme l'explique cette patiente, ces barrières s'accumulent et puis même dans le cas des patients qui sont réassignés au modèle classique, ces barrières sont même exacerbées. Au niveau des services de la clinique de suivi, il y a aussi plusieurs défis. Alors, tout d'abord, une affluence des patients qui viennent sans rendez-vous. Ça engendre une surcharge de travail pour les soignants et des temps d'attente de plusieurs heures pour les patients. Alors donc, la qualité des soins est aussi impactée. Plusieurs soignants, d'ailleurs, rapportent ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à l'accompagnement des patients. Et en conséquence, notre étude a révélé que certains patients manquent de connaissances et de compétences sur les soins qu'ils reçoivent, les tests biologiques et la prise d'ARV. Et comme l'explique cet informateur clé, les patients qui ne comprennent pas grand-chose dans leur prise en charge, ce sont des patients peut-être qui vont être perdus de vue car ils ne comprennent pas son importance. Il y a aussi la stigmatisation, c'est vraiment un facteur significatif de non-adhésion et même de désengagement dans les soins. Comme vous pouvez le voir avec ces mots-clés, les patients rapportent de nombreuses expériences de moqueries, insultes et discriminations qui sont liées à leur statut. La honte ressentie par certains et aussi la crainte que leur statut ne soit révélé peut les rendre réticents à se rendre sur le lieu de soins. Cette crainte est d'ailleurs souvent la raison des refus d'intégration des CAG ou des soins décentralisés. Et puis il y a enfin tous les facteurs contextuels qui sont liés aux conditions de vie particulièrement précaires des patients, qui vont les forcer, par exemple, à s'éloigner de leur lieu de soins pour prioriser des activités agricoles ou génératrices de revenus pour se nourrir. Le manque de nourriture est vraiment rapporté par tous les patients comme une raison majeure des difficultés d'observance dues à la faim provoquée par le traitement et à ses effets indésirables. Et puis, une grande majorité de patients rapportent également des difficultés dans leur environnement social, un manque de soutien. Et puis, tous ces défis vont impacter leur bien-être physique et mental et aussi affecter négativement leur adhésion et leur observance. Alors, en conclusion, cette étude révèle que malgré l'implémentation depuis plusieurs années de modèles de soins différenciés, les indicateurs de rétention dans les soins, d'adhésion et d'observance aux ARV restent sous-optimaux dans la cohorte. Nos résultats indiquent aussi que la mise à l'échelle des modèles de soins n'est pas adéquate, en particulier les CAG et la décentralisation. Alors, ils sont prometteurs, mais ils ne répondent pas totalement aux besoins des patients. Et puis surtout, le constat des défis auxquels les patients sont confrontés suggère que les modèles de soins différenciés pourraient aider à améliorer leur engagement, mais on se rend compte que ceux qui pourraient le plus en bénéficier en sont exclus en raison des critères d'éligibilité. Alors, nous avons formulé les recommandations suivantes. Donc, pour les modèles de soins différenciés, l'amélioration de leur implémentation pourrait leur permettre d'atteindre leur potentiel, a priori. Donc, par exemple, avec un système d'encadrement pour les CAG, une offre de soins élargie dans les sites décentralisés. Il serait aussi souhaitable de revoir les critères d'éligibilité, si possible les élargir à des considérations de distance et de vulnérabilité socio-économique. Et puis parallèlement, il serait nécessaire de développer des stratégies de prise en charge ciblées et surtout non punitives pour les patients qui sont non adhérents ou non observants. Nous recommandons également le co-développement d'approches et de campagnes communautaires pour lutter contre la stigmatisation sociale, qui est un vrai problème dans la communauté, et de collaborer avec les acteurs de la société civile et les associations de patients. Et puis enfin, nous encourageons le renforcement des actions de plaidoyer auprès du ministère de la Santé et des partenaires pour soutenir une mise à l'échelle plus large des modèles différenciés avec une approche holistique du management des patients qui prend en compte et si possible prend en charge leurs autres besoins prioritaires. Nous tenons à remercier tous les participants de l'étude, nos partenaires au ministère de la Santé et au district de Carnot, nos collègues MSF et Épicentre en Centrafrique et à Paris, l'ensemble des co-investigateurs et notre équipe de recherche sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cette étude. Merci beaucoup pour votre attention.
Et la troisième présentation aujourd'hui sera sur le dépistage communautaire de la tuberculose dans les foyers des enfants contacts. Et c'est le docteur, c'est Anka Vasilieu qui va faire cette présentation. Elle est un médecin spécialiste ou spécialisé en fait en santé publique. Elle est intéressée en fait dans la prise en la recherche en fait de la tuberculose dans les pays en voie de développement, particulièrement à la tuberculose pédiatrique. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en Roumanie, elle a effectué son internat en santé publique à Rouen, ici en France. Ensuite, elle a obtenu un master en santé publique à l'école de santé publique Pasteur, SINAM. Elle a effectué son stage à Cambodge. Et ensuite, elle était allée en Ouganda, où elle a fait son doctorat avec un essai randomisé contrôlé pour l'évaluation d'une intervention communautaire pour la recherche de contacts dans les foyers et la gestion des thérapies préventives pour les contacts des enfants atteints de tuberculose. Anka travaille actuellement en fait comme chercheuse postdoctorale dans le cadre du programme mondial de lutte contre la tuberculose au Bayer College of Medicine et poursuit sa passion pour la recherche sur la tuberculose. Donc Anka, c'est ça. Merci beaucoup. On va passer dans le monde de la tuberculose, une maladie qui a beaucoup à apprendre des modèles VIH. Et je vais faire la présentation en anglais. So thank you very much for your introduction. Merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche d'enfants cas contact dans les foyers pour la tuberculose. Alors, l'OMS estime qu'il y a 1,3 million d'enfants atteints de tuberculose dans le monde et que plus de 200 000 enfants sont déjà morts. Ceci représente 12% du fardeau global de la tuberculose et également 16% de la mortalité due à la tuberculose dans le monde. Donc on voit qu'il y a vraiment des gaps ici. Et pour évaluer ce gap, on estime que 58% des enfants âgés de moins de 5 ans sont sous-diagnostiqués ou sous-signalés. Et ces enfants, la plupart d'entre eux attrapent la tuberculose dans leur foyer. Donc nous recommandons un traitement préventif de la tuberculose, un TPT, dans les foyers où il y a des enfants. Et il y a plusieurs régimes. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est 3 mois de rifampicine isoniazide en dose quotidienne. En 2022, il y avait moins de 37% des foyers contacts qui avaient reçu ce traitement préventif TPT. Et nous avons effectué cette recherche au Cameroun et en Ouganda, où on voit qu'au Cameroun, on était à 1,3% des contacts éligibles qui avaient reçu le traitement et 73% en Ouganda. Et ce sont des pourcentages qui étaient encore plus faibles lorsque nous avons mis en place nos interventions. Donc la recommandation actuelle, c'est que la personne qui a la tuberculose doive amener ses enfants contacts de son foyer dans un centre de santé pour être dépistés. Et c'est les enfants de moins de 5 ans dont on parle ici. Mais évidemment, il y a beaucoup de challenges, comme on sait. Tout d'abord, le temps, la prise de rendez-vous, la difficulté financière, etc., la distance aussi avec le centre de soins, et puis la stigmatisation et la révélation de la maladie. Ça, c'est toujours très, très présent dans le monde de la tuberculose. Donc, nous avons proposé une solution d'envoyer des équipes dans les foyers pour faire des dépistages de la tuberculose au sein des communautés et pour mettre en place le traitement par TPT. Donc l'objectif de ce projet, c'est de comparer la proportion d'enfants contacts dans les foyers qui ont commencé et terminé le traitement TPT entre une intervention basée sur la communauté et le modèle de prise en charge classique. Donc ça s'appelle CONTACT, cette étude pour intervention communautaire pour le traçage actif des contacts des personnes contacts à la tuberculose. C'est financé par UNITAID, par le projet CAP-TB, mené par l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier, et il a été mis en place en Ouganda par Épicentre et au Cameroun par l'ECPAF.
Le projet comportait 3 phases. Tout d'abord, dans la phase de départ, on a effectué une collecte de données rétrospectives, on a vérifié la qualité des données et nous avons aussi demandé aux patients et aux professionnels de santé si cette intervention leur semblait acceptable et nous l'avons ajustée en conséquence de leurs interventions. Ensuite, phase d'intervention et puis phase d'explication. On analyse les données, on analyse le rapport coût-bénéfice et l'acceptabilité post-intervention. C'est une étude multicentre randomisée avec contrôle. 20 grappes la constituent, 10 grappes dans chaque pays. Et en Ouganda, l'intervention a eu lieu dans le sud-ouest et au Cameroun sur le littoral et la région centre. 2 bras parallèles, un avec l'intervention, donc c'est le foyer, l'intervention basée sur la communauté, et l'autre c'est le standard. L'intervention standard. Pour les critères d'intervention, d'inclusion, les cas de personnes diagnostiquées à la tuberculose dans le mois précédent qui acceptaient une visite dans leur foyer. Et puis, lorsque nous sommes allés dans les foyers, nous avons ajouté un deuxième critère d'inclusion pour les contacts du foyer et nous avons inclus des personnes de tous les âges. Dans le modèle standard, toutes les activités sont basées sur site. Donc, on a le diagnostic, le dépistage du contact, les investigations, un examen pour contact symptomatique, initiation du traitement TBT, suivi du TPT et évaluation à la fin du traitement par TPT. Alors, le bras d'intervention, les cas sont diagnostiqués dans le centre de santé, mais ensuite, on envoie une équipe dans les foyers pour dépister tous les membres du foyer. Donc, on dépiste, on cherche les symptômes de la tuberculose et puis des signes critiques dans le cas où on a des enfants qui présentent des signes critiques importants. Dans ce cas-là, il faut les envoyer pour un examen de santé complet et on propose aussi un test de tuberculose à tout le monde. S'il y a des symptômes, les contacts du foyer sont envoyés dans le centre de santé pour les examens qui y seront disponibles. Et cette visite est effectuée par des travailleurs de santé communautaire et ce travailleur de santé communautaire ensuite identifie un contact, le contact qui va avoir besoin du traitement TPT. Deuxième visite par une infirmière ou un infirmier parce que c'est eux seulement qui peuvent prescrire le TPT. Et on prescrit le TPT aux enfants de moins de 5 ans et aux enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont le VIH. Et l'infirmier ou l'infirmière s'assure qu'il n'y a pas de symptômes dans le reste du foyer et puis on donne un certain nombre de conseils pour l'observance et un suivi toutes les semaines et ensuite tous les mois. Visite de suivi, on recherche les symptômes de la tuberculose, les signes critiques et puis la tolérance aussi au traitement par TPT. Et puis, des conseils aussi d'observance, ça se fait à chaque fois, à chaque visite. Et s'il y a des symptômes pendant les visites de suivi, eh bien, les enfants sont envoyés au centre de santé. Voilà les résultats. Et là, je voudrais souligner notre critère primaire, c'était le démarrage et la poursuite complète du traitement par TPT. Donc, on peut regarder ces résultats de différentes façons. Nous avons fait une analyse protocole, une analyse de l'intention de traitement, et toutes ces analyses ont montré que ce traitement avait un effet significatif. Et je voudrais souligner ici le critère primaire sur les enfants contacts déclarés. On voit que dans le groupe d'intervention, nous avons eu 80% d'enfants qui ont commencé et terminé le traitement TPT et dans le groupe témoin, 62% seulement. Et ceci veut dire qu'il y a un odds ratio de 3 fois quant à la poursuite du traitement TPT par rapport au modèle de contrôle témoin. On a aussi regardé la cascade de la prise en charge et on voit très bien ici, on a le groupe d'intervention en rouge et le groupe témoin en bleu. Et on voit qu'au niveau du dépistage, eh bien, on dépiste beaucoup plus dans le groupe intervention. Et puis, dans ceux qui sont considérés comme étant éligibles au TPT, il n'y avait pas de différence significative entre les deux modèles. Mais ensuite, pour le fait d'avoir mené le traitement à son terme, après la période de suivi, eh bien, on voit qu'il y a 93,5% d'enfants qui ont terminé le traitement dans le groupe intervention et 76,7% seulement dans
le groupe témoin. Nous avons aussi effectué une évaluation de l'acceptabilité et on a demandé aux patients, aux professionnels de santé, aux leaders, aux chefs communautaires ce qu'ils pensaient de cette intervention qui avait été mise en place. Ils ont tous considéré que c'était une intervention qui était acceptable. On a aussi fait une étude de l'efficacité financière de l'étude et on a vu qu'elle avait permis d'éviter 15 décès au Cameroun et 10 en Ouganda. Et donc l'ICR, c'est-à-dire le ratio coût-effectivité ou efficacité, était de $620 par décès évité au Cameroun et 970 par décès évité en Ouganda. Donc les acteurs nationaux et locaux sont finalement convaincus de l'efficacité de cette intervention. Donc on voit que ça marche, on voit que c'est quelque chose que les gens veulent, que c'est acceptable, que c'est efficace au niveau financier, que les acteurs adhèrent, qu'il y a d'autres interventions similaires dans la littérature, en particulier en Eswatini où 93% des traitements TPT sont menés à terme dans le cadre de cette intervention communautaire. Donc c'est les mêmes résultats dans les mêmes ordres de grandeur. Donc évidemment, la question maintenant qui se pose, c'est comment financer ces activités à long terme. Ce n'était pas l'objet de notre étude, mais c'est la question que je vous pose et pour laquelle je n'ai pas la réponse. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet, il y a pas mal de publications qui sont déjà disponibles, évidemment des informations que je ne pouvais pas vous donner dans les 10 minutes qui m'étaient imparties. Donc allez les voir si vous voulez voir les résultats. Je remercie toutes les familles qui ont participé à cette étude. Je remercie aussi l'équipe d'implémentation à Mbara, l'ECPAF au Cameroun, l'équipe de coordination à Genève et puis ensuite l'équipe de coordination aussi à IRD qui était menée par Marine Bonnet qui est aussi mon superviseur de mon doctorat et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre attention. Est-ce que ça marche? Oui. Alors avant que l'on ait des questions dans l'audience, je vais lire 2 questions de la même personne en ligne à laquelle nous allons répondre, qui dit donc « Vu les avantages et meilleurs résultats, rétention, etc., d'une fréquence moindre des consultations et quantité de médicaments pour une période plus longue, plus proche des patients dans la communauté, est-ce qu'il ne serait pas temps d'appliquer ces modèles aussi pour des patients actuellement considérés comme non éligibles, comme les enfants, femmes enceintes et aussi les personnes avec problèmes de continuité, pour obtenir de meilleurs outcomes. Et suivi de la question, comme dans les zones instables ou avec insécurité, des patients pourraient bénéficier en particulier de ces modèles. N'est-ce pas indiqué de le mettre en place au plus rapide et pour un groupe plus large dans ces contextes particuliers? Donc oui, pour clarifier, nous l'avons dit, mais bon, voilà, pour question de temps, nous sommes rentrés dans les détails. Mais en effet, pour avoir accès à ces modèles différenciés, donc des personnes doivent répondre à des critères d'éligibilité qui portent donc sur l'adhésion thérapeutique ou d'autres critères. Et donc, en effet, cela peut-être a été débattu et est encore en cours de débat sur comment élargir ces critères d'éligibilité. Je vois ma collègue Suna, en effet, en Ouganda, par exemple, les femmes enceintes, après donc, de nombreuses discussions avec le ministère de la Santé, sont désormais éligibles à ces modèles. Je laisse Étienne continuer. Oui, alors, moi, je ne suis pas intervenant dans la session, je suis modérateur, mais j'ai donné, je pense, Pascal a des éléments de réponse à la fin de sa présentation. Vous avez peut-être noté, c'était la dernière phrase, donc je pense que Pascal a des éléments à nous partager, on pourra en discuter ensuite. Non, enfin, c'est totalement l'une de nos recommandations, surtout dans le contexte de Carnot, qui est un contexte fragile, instable. Donc, il y a des protocoles qui ont été déjà formulés pour des protocoles de modèles différenciés pour les patients au risque ou pour les patients instables. Donc, c'est l'une de nos recommandations. Donc, on est tout à fait d'accord avec le commentaire de cette personne. Et du coup, je vais rebondir, comme je ne vois pas de main se lever, mais je pense que les modèles différenciés, ils ont été pensés pour répondre à des besoins spécifiques de groupes de population. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que très souvent, le principal modèle différencié, on peut même se questionner, est-ce que c'est réellement différencié? C'est espacer les visites et donner 3 mois de traitement. Sincèrement, on peut se questionner si ce n'est pas un standard of care qu'il faudrait avoir
à peu près partout. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on favorise ceux qui s'en sortent déjà bien. Donc en fait, les patients stables, tant mieux, vous avez la chance d'avoir quelque chose d'encore plus léger comme modèle de soins. Et puis ceux qui sont en galère, mes pauvres, vous êtes en galère, on va vous demander de revenir encore plus souvent parce que c'est galère de revenir. Donc ça pose une vraie question, même, je dirais, éthique du soin. Sur comment on pense le soin, aussi pour pas une question d'égalité, voire même d'équité. Ceux qui ont le plus besoin, normalement, on les aide un peu plus. Là, ceux qui ont le plus besoin, ils ont des contraintes. Je ne dis pas que c'est volontaire, mais il y a en tout cas une réflexion, je trouve intéressante à avoir derrière. Et par rapport à la deuxième question, alors en plus c'est Meet Phillips, donc, que tout le monde connaît à peu près dans la salle, en tout cas pour les gens d'MSF, cette question de les modèles différenciés, il ne faut pas qu'ils s'appliquent dans des contextes que stables. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans ces travaux, c'est d'aller voir dans des endroits où c'est galère et d'aller voir dans les contextes dans lesquels travaille MSF, peut-être d'aller voir dans des contextes encore plus complexes que ça, parce que, somme toute, Carnot, c'est assez stable, et puis l'Ouganda, RDC, c'est autre chose, mais peut-être dans d'autres situations, sur les maladies chroniques aussi, sur aller plus loin dans comment mettre en place ce type de modèle. Et ça pose énormément de questions opérationnelles, de modalités d'intervention et de contexte. Et c'est très contexte dépendant. Je ne veux pas monopoliser la parole. On va une question dans le fond de la salle et une autre là-bas. Je ne sais pas où est le micro. Ouais. Si vous pouvez vous mettre debout et vous présenter. Ouais. Déjà debout. Merci Manu MSF. Avant tout, merci pour la présentation et le sujet. Sur... Okay. Sur le modèle à Goma, on a présenté les données rétention jusqu'à... Je vous écoute. Ouais. Est-ce qu'on a une idée sur où est-ce qu'il y a des données ou une idée, une volonté d'avoir aussi les données M18-24 et notamment post-atterrissage projet. Et ensuite, juste rebondir sur Mit's question avec ce qu'on a vu comme résultat tant en milieu urbain et rural, Goma, Carnot. Quel est l'agenda au niveau MSF, toutes sections confondues, pour intégrer ces modèles différenciés, parfois appelés light, dans les projets non-VIH, donc integration of HIV and non-HIV projects. Merci. Merci. Je vais répondre à une partie de la question, puis je passerai le micro à mes collègues, peut-être aussi Jolie dans l'audience, pour la deuxième partie. Alors, pour Goma, donc, oui, nous pouvons pousser les analyses. Bon, nous voulions vraiment avoir une idée à 1 an, à 12 mois, pour s'assurer déjà qu'on ne perdait pas les patients. On peut pousser les données jusqu'à la fin, mais jusqu'à la fermeture, en fait, puisque désormais, le projet a été handover au ministère. Je laisserai Chris ajouter des clarifications pour ceux qui en veulent. Et pour la deuxième partie, c'est une très bonne question. Nous sommes, moi je vais parler pour le projet de Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, où pour les patients hypertendus, ce type de modèle est proposé aussi, et nous allons lancer l'évaluation en prospectif du déploiement de ce modèle pour les patients hypertendus, et peut-être, in fine, pour des patients présentant d'autres maladies non transmissibles ou chroniques. Tu veux ajouter quelque chose peut-être, Chris? Oui, I'll speak in English. So, for Goma, I think. Pour Goma. Not only for Goma, je crois, et pas seulement pour Goma, d'ailleurs, on pose la question plus des intentions opérationnelles, je pense au sein de MSF, de vouloir utiliser le modèle différencié dans différents contextes, mais en particulier dans des projets non verticaux. Et ce qu'on veut dire par ça, pour les non-MSFiens, c'est des projets dans lesquels on ne traite pas que les patients séropositifs au VIH, mais d'autres patients, médecine interne, pédiatrie, nutrition, etc. Et donc le lien entre les deux est très intéressant parce que à partir du moment où on commence à mettre en place des soins individualisés, on ouvre la possibilité d'inclure énormément de patients et de donner accès à des services qui, normalement ou très souvent en tout cas, sont absents. Donc ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un, pour des raisons de transport ou de temps ou de, je ne sais pas, les gens expriment des problèmes
par exemple si c'est des pêcheurs ou des choses comme ça, et ils peuvent envoyer leur famille ou envoyer un des membres de la communauté ou quelqu'un qui a la même pathologie et ils vont lui demander est-ce que tu peux récupérer mon traitement pour moi parce que moi je ne peux pas venir. Ça ouvre la possibilité à plus de personnes d'avoir accès au traitement. Donc l'idée, je crois, tout d'abord, c'est de s'enlever de l'esprit cette idée d'une approche verticale des patients parce que la personne en face de vous peut avoir le VIH et la tuberculose et le diabète. C'est pas une pathologie, c'est une personne qu'on a en face de nous. Donc comment est-ce qu'on aborde cette personne et comment est-ce qu'on lui facilite l'accès au traitement? Donc, je crois que pour nous, maintenant, en tout cas à MSF France, on s'éloigne un petit peu de ces projets verticaux et on essaye et avec un succès très limité pour l'instant, hein, mais d'inclure autant que possible le traitement VIH dans d'autres types de projets dans lesquels on a des patients qui sont pris en charge pour d'autres maladies, bien sûr, en s'assurant que, tout d'abord, ils ont accès aux médicaments nécessaires, bien sûr, et que, deux, ça fait partie d'un paquet général de soins. Et il y a des choses semblables qui se font, je crois, au Kenya. On a un projet aussi au Malawi où on traite le cancer du col de l'utérus. 40% ou même 50% de nos patientes avec un cancer du col sont aussi séropositives. Donc, c'est important que ces personnes puissent avoir accès au traitement et qu'on puisse aussi leur offrir un suivi. Donc, on accepte une dernière question. Il y en a une à gauche. Merci, Mohamed Doudouchi, MSF. Ma question, c'est sur la question du suivi différencié. Je trouve ça intéressant parce que le défi de maintien des PVVIH dans les circuits de prise en charge est une vraie problématique. Du coup, je voulais savoir sur les suivis différenciés dans la constitution des groupes. Est-ce que tous les patients ont des charges virales indétectables? Je veux dire, est-ce que c'est après 6 mois que les groupes sont constitués? Parce que ça me paraît plus équitable de mettre, je veux dire, des patients qui ont tous des charges virales indétectables, parce que sinon, après, c'est pas pareil le suivi. La deuxième partie de ma question, c'est sur les groupes. Le groupe de suivi communautaire, comment fonctionne ces suivis communautaires? Est-ce que ce sont des réunions qu'ils font? Comment est-ce que ça fonctionne? Merci. Merci beaucoup pour les deux questions. Alors pour répondre à la première, en effet, il faut donc, comme on disait, répondre à des critères d'éligibilité, donc virologiques. Les recommandations de l'OMS sont pour tout patient initié à un traitement antirétroviral d'avoir une première charge virale à 6 mois, puis une à 1 an. Donc en effet, si au bout d'1 an, le patient présente une charge virale supprimée, il peut être éligible à l'intégration d'un groupe communautaire. Pour la deuxième partie de la question, cela dépend. Voilà, c'est une bonne question. Alors, Agoma, c'est une association de patients qui aidait à la constitution des groupes et qui aidait donc à organiser les réunions qui pouvaient avoir lieu soit chez un patient, soit dans une église ou dans d'autres lieux mis à disposition par l'association. Mais cela, cela peut changer en fait d'un contexte à l'autre. À Carnot, je pense que vous aviez quand même d'autres modes de fonctionnement. Alors, une petite note par rapport au suivi. À Carnot, l'accès à la charge virale reste très limité et il est vraiment focalisé que dans l'hôpital de Carnot. Donc, ça rajoute encore un autre défi pour les patients qui doivent faire le suivi annuel de la charge virale, surtout les patients décentralisés. Donc, les critères ne sont pas vraiment toujours respectés. Et en fait, l'observance, c'est un peu subjectif. C'est l'éducateur thérapeutique qui, lui, détermine si le patient est adhérent et observant et si le patient peut être intégré dans ces modèles. On n'a pas vraiment d'informations sur la manière dont ils sont formés. A priori, c'est à l'initiative des patients. Ça doit être validé par les soignants. Mais on n'a pas vraiment eu d'informations précises sur comment est-ce qu'ils étaient encadrés et comment le suivi de ces groupes était mené. Oui, je crois que je vais demander une question à Anka. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Ah oui, je vois Cathy là-bas.
Oui, merci. En fait, je voulais tout d'abord féliciter Anka pour ce très bon boulot. Moi, j'ai eu de très bons résultats avec un projet aussi de tuberculose. Elle a eu de très bons résultats, donc bravo pour ça. Le dernier point, il faut énormément de ressources. Et même avec énormément de ressources, si on prend l'exemple de notre projet aux Philippines, par exemple, dans lequel on fait du traçage de contacts et des traitements préventifs, on n'a pas réussi à atteindre ce genre de résultats. Même avec les ressources de MSF, il y a tellement d'obstacles au traitement TPT. Il y a certainement d'autres personnes qui pourraient en bénéficier, des gens atteints de maladies chroniques, le diabète par exemple. Et je pense aussi à la nutrition. Il y a des études récentes qui ont montré que la nutrition peut réduire aussi l'incidence de la tuberculose parmi les cas contacts dans les foyers. Donc je crois qu'il y a beaucoup de ressources qui sont nécessaires et finalement on manque d'outils, parce que si on avait un bon test qui pourrait nous dire qui va développer la tuberculose après infection, eh bien on aurait besoin de mettre moins de gens sous TPT. Je ne sais pas si vous aviez un avis à donner là-dessus ou d'autres systèmes qui pourraient peut-être faciliter le développement de ce traitement TPT. Merci pour ce commentaire. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Alors, pendant nos discussions autour du projet, on a compris que si ça ne figure pas comme une priorité sur l'agenda du Fonds mondial, ça ne va pas se passer à grande échelle. Ça ne peut pas arriver. C'est très difficile de mettre en œuvre ce type d'activité. Et on n'a pas un fort pourcentage de détection de cas de tuberculose parmi cette population, mais on sait qu'on a fait de la prévention parce qu'on a donné des bons traitements préventifs et que presque tous ont terminé le traitement. Alors, il y a d'autres questions concernant la tuberculose clinique. Eh bien, peut-être que ce traitement préventif permet de juguler une première installation de la tuberculose. Beaucoup de questions encore pour lesquelles on n'a pas de réponse. Autre commentaire? Ce que j'aimerais ajouter à ce que tu as dit, il faudrait vraiment qu'on établisse les traitements préventifs contre la TB comme priorité. Et on donne ces traitements qu'à tous les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi on ne le donne pas à tout le monde, ce traitement préventif? Ce sont des questions ouvertes. On a encore beaucoup de travail pour la communauté scientifique. Donc on n'a plus de temps pour des questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir discuter avec tout le panel et voir, on a des questions qui sont arrivées par mail donc pour poursuivre cet échange. Donc on clôt cette session et merci beaucoup pour votre participation.